Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je me présente, je suis Dr Yahyaoui, médecin spécialiste en médecine nucléaire et président actuellement de la Société algérienne de médecine nucléaire, membre fondateur de la Société arabe et membre actuel du bureau de la Société arabe de médecine nucléaire. J'exerce ici même à Chlef depuis 2015. Voilà. Donc, je sais que c'est un sujet un peu qui ressort de l'habitude, la médecine nucléaire. Donc, voilà. Donc, la médecine nucléaire est une spécialité médicale qui consiste en l'utilisation de sources radioactives non scellées dans un but diagnostique et thérapeutique. Donc, pour le diagnostic, nous avons l'in vivo. Donc, on a les examens scintigraphiques. D'accord. Donc, pour les examens in vivo, nous avons la scintigraphie et la TEP. Pour les in vitro, on a les examens immunoradiométriques, l'IRMA, et les examens radio-immunologiques. Pour le volet thérapeutique, nous avons la radiothérapie métabolique vectorisée. Donc, essentiellement, l'irathérapie, c'est le traitement des cancers différentiels de la thyroïde par le biais de l'iode radioactif 131, mais aussi actuellement avec l'avènement de la TEP, nous avons ce qu'on appelle les techniques de la théranostique. Donc, c'est des techniques couplant l'imagerie à la TEP et la thérapie aussi. Donc, par exemple, nous avons le lutetium, plutôt le PSMA marqué au lutetium radioactif dans le traitement, je dis bien, presque curatif des métastases osseuses, des cancers de la prostate par exemple, et ça c'est vraiment une première. Donc les domaines d'application de la médecine nucléaire, comme vous le constatez, les domaines d'application de la médecine nucléaire sont très variés. Je peux demander l'autre micro, s'il vous plaît. Moi, je suis un peu gêné par rapport à... Je suis mal à l'aise. Je préfère... Bon, nous avons comme domaine d'application, nous avons l'oncologie, surtout dans les bilans d'extension, la cardiologie dans les diagnostics des insuffisances coronaires, l'endocrinologie, donc dont les pathologies sont très variées. Donc nous avons les pathologies thyroïdiennes, les pathologies des glandes parathyroïdes, les surrénales et autres. Donc les uropathies dans la pédiatrie, la rhumatologie, l'orthopédie, l'hématologie. Le cercle de la médecine nucléaire est un cercle très compliqué en Algérie car il est lié à une réglementation très stricte. Il faut donc l'approbation de 7 ministères pour qu'un service de médecine nucléaire soit créé et pour pouvoir fonctionner. Nous avons évidemment le ministère de la Santé, le ministère de l'Énergie et des Mines, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail, le ministère des Finances et enfin le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Vous voyez comment c'est difficile pour pouvoir aboutir à... Exactement, c'est très compliqué. Donc la médecine nucléaire est une spécialité médicale relativement jeune en Algérie, puisqu'elle a vu le jour qu'en 1986. Depuis, elle évolue timidement, mais sûrement, puisque le nombre de services de médecine nucléaire ne fait que s'accroître jusqu'à ce jour. Pour la formation, c'est 4 ans d'études spécialisées après avoir réussi dans le concours d'accès au résidenat. Donc les techniques de la médecine nucléaire nécessitent des locaux adaptés, des produits particuliers et un matériel approprié. Donc pour les locaux, ils doivent être conformes et répondre aux normes de radioprotection régies par le CRNA et l'autorité. Donc c'est le Centre de recherche nucléaire algérien, avec un circuit bien spécifique déterminé par un zoning en fonction du débit de dose émis dans cette zone de travail. Donc les locaux sont divisés généralement en zones de circulation déterminées par des signalisations en couleur. Donc en fonction du débit équivalent de dose au sein de cette zone, déterminant ainsi la catégorie des personnes ayant droit à y accéder. Donc nous avons 2 catégories, la catégorie A et B, et bien sûr la durée d'accès d'exposition dans cette zone.
Maintenant, on va passer à la planche suivante, qui est une question suivante avec une question qui revient très souvent, avec un peu d'humour. Donc, c'est une question qui, effectivement, nous revient régulièrement, souvent posée par nos chers confrères, nos patients et leur entourage. Faut-il avoir peur de la médecine nucléaire? Est-ce que c'est dangereux? Je suppose que la planche suivante vous apportera une réponse. Donc, il s'agit là d'une planche comparative entre l'irradiation engendrée par quelques examens radiologiques et scintigraphiques. Comme vous le constatez, au centre de cette planche, nous avons la place de l'irradiation naturelle annuelle déterminée par un débit de dose voisinant la dose naturelle qui est de l'ordre de 2,4 millisieverts par an. Vous remarquez que cette irradiation là, naturelle, est presque équivalent d'un examen scanographique crânien ou bien de 2 radiographies standards d'un cliché Lambert. Vous constatez aussi que la scintigraphie rénale, pulmonaire et thyroïdienne se situe au-dessous de l'irradiation naturelle annuelle, alors que pour la scintigraphie osseuse et myocardique, elle se situe légèrement au-dessus de l'irradiation naturelle annuelle. Et équivaut pour la scinti osseuse à un examen urologique, donc à une urographie, et pour la scintigraphie myocardique à une TD1 ou un scanner abdominal. Qu'est-ce qu'un examen scintigraphique? Donc, la scintigraphie est un examen isotopique qui consiste à injecter un produit radioactif dans le corps qui va se fixer sur des zones à haute activité métabolique. Ces zones dites zones cibles, c'est-à-dire qu'ils sont représentés essentiellement soit par des organes, des tissus, des tumeurs ou bien des métastases. Donc la réception, là on a la réception des produits radioactifs dans un centre de médecine nucléaire et comme vous le constatez sur l'image, il y a des gélules d'iode dans le carton blanc marqué par le logo de la radioactivité en jaune et noir. Et en bas du chariot, qu'est-ce qu'on a? On a un petit conteneur du générateur à molybdène qui sera utilisé quotidiennement pendant à peu près 1 au maximum 2 semaines pour extraire le technétium qui sera ensuite calibré, marqué et injecté chez nos patients afin de réaliser les examens scintigraphiques. Donc là, il s'agit d'une haute plombée ou blindée que j'ai fabriquée moi-même. D'ailleurs, elle est installée ici à Schleuf. Je vous rassure qu'elle est conforme parce qu'elle subit chaque année des contrôles et il n'y a pas de fuite. Donc, ça m'a fait économiser un peu d'argent et même des devises à l'État parce qu'elle coûte déjà à peu près 2 milliards. Donc, si je l'avais acheté. Donc là, comment se passe une scintigraphie? Donc, avec ou sans préparation particulière pour le patient, selon l'examen, à distance de la chimiothérapie pour la scintigraphie osseuse. Donc, il faut au moins 18 jours à 21 jours après une chimio. L'injection du radiotraceur peut se faire ou se fait souvent par voie intraveineuse, des fois par voie pérose ou bien par voie respiratoire. C'est le cas des scintigraphies, certaines scintigraphies digestives ou bien certaines, les scintigraphies pulmonaires de ventilation plutôt. Donc le délai d'attente entre l'injection et la réalisation de l'examen est variable. Elle peut aller de 0 secondes, c'est-à-dire on injecte et on procède directement à l'examen, ou bien elle se fait voire 48 heures après l'injection du radiotraceur. Ces examens-là nécessitent souvent une bonne hydratation et à la fin de la réalisation de l'examen peut se faire en 1 ou plusieurs temps. Donc là, il s'agit d'une patiente déjà injectée, qui attend tout simplement pour faire son examen. Entre-temps, elle émet des rayonnements gamma dans tous les sens. C'est des rayonnements ionisants non scellés. Donc, ils sont libres, d'accord? D'où la nécessité d'une salle d'attente déjà dédiée exclusivement aux patients injectés. Donc, zone dite jaune, chaude plutôt, ou zone contrôlée. Donc voilà, là nous avons des gamma caméras pour l'imagerie à émission monophotonique, un autre modèle d'une autre marque avec
À droite, la première gamma dédiée donc, avec un seul détecteur, dite monotête, et la deuxième avec deux têtes. La seule différence entre ces deux modèles, c'est que c'est pas la qualité de l'examen, mais c'est le gain de temps. Parce que la deuxième avec deux têtes, elle permet de réaliser des incidences ante-post en même temps, et même les incidences profil. Alors que pour la première, on est obligé de les faire un par un. Donc c'est un gain de temps. Là, c'est les traceurs médicaux utilisés en scintigraphie. Donc, les principaux traceurs sont représentés essentiellement par le technetium. Dans la demi-vie est de 6 heures. Ça sous-entend que au bout de 6 heures, on a la moitié de l'activité. Donc, il est utilisé, c'est le plus utilisé en médecine nucléaire conventionnelle, notamment en matière de scintigraphie thyroïdienne, osseuse, myocardique, rénale, etc. On a les autres radiotraceurs aussi, comme l'indium 111. Sa demi-vie, elle est de 2,8 jours. Le xénon 133, le gallium 67, le thallium, l'iode. Donc, voilà l'émission monophotonique. Nous avons une molécule de technetium, le technetium 99 métastable, qui va se désintégrer et va émettre un seul photon qui va être détecté par la gamma caméra. D'où l'appellation gamma caméra. Donc là, pour la tomographie à émission de positons, appelée communément la TEP, mais avant on passe... Donc, mais avant, il faut savoir comment déjà sont produits les isotopes émetteurs des positons utilisés dans la TEP avant de parler de la TEP elle-même. Donc là, on a le cyclotron. Donc, c'est un cyclotron médical ou baby cyclotron. Donc, émetteur, il est utilisé dans la production des radioisotopes émetteurs de positons. Donc, schématiquement, le cyclotron, schématiquement, ça c'est un cyclotron qui est composé de deux aimants qui vont émettre un important champ magnétique. Là, on a deux formes semi-circulaires appelées D, et là, on a une source électrique qui va émettre un courant électrique alternatif puissant. Entre-temps, au centre là, on met la source, et cette source-là, ici, elle est accélérée avec un gain d'énergie, elle se déplace du centre vers l'extérieur jusqu'à atteindre ce qu'on appelle ici la cible, qui est là. Et c'est à ce niveau-là qu'on a la réaction nucléaire productrice des radioisotopes. Oui, j'ai compris. Non, j'ai de la housse, donc d'accord. Donc, après chaque accélération dans les dés, donc ici, comme je l'ai dit, voilà, donc après chaque accélération dans les dés, la trajectoire de l'ion devient de plus en plus périphérique du fait de son énergie croissante. La particule sera éjectée de l'accélérateur avec l'énergie adéquate à partir de l'énergie à partir de la dernière trajectoire, puis guidée et focalisée jusqu'à la cible. Et c'est dans la cible qu'on aura la réaction, bien sûr, nucléaire. Donc les principaux traceurs utilisés, nous avons essentiellement le technetium, plutôt le fluor 18 ici. Donc c'est le radioisotope le plus utilisé dans la TEP. Sa demi-vie, vous remarquez qu'elle est très courte. Elle est de l'ordre de 110 minutes, à peine 2 heures. Donc c'est ça qui est l'inconvénient majeur. Hein. Vous remarquez aussi, par exemple, pour l'oxygène 15, nous avons une période de 2 minutes. Le carbone 14, 20 minutes. Et pour l'azote 13, nous avons 10 minutes. Et pour le rubidium 82, même pas 2 minutes. Donc les isotopes utilisés, tous ces isotopes utilisés ont une demi-vie très courte, ce qui explique pourquoi on a eu du retard concernant la disponibilité de la TEP dans notre pays. La durée de vie est ce qui constitue un véritable handicap pour la disponibilité de ces techniques aussi, bien sûr, nécessitant la production de ces produits à proximité d'un centre de médecine nucléaire équipé. C'est-à-dire que si on a un centre de médecine nucléaire équipé de la TEP ou bien de la TEP
Là, il faudrait qu'il y ait à proximité un cyclotron. Et dont le trajet soit l'idéal moins de 2 heures. C'est pour ça on a beaucoup d'installations. Il y a beaucoup de TEP qui sont installés et peu de TEP fonctionnels, en attendant la fonctionnalité de certains cyclotrons qui sont déjà installés. Je vais... là, vous avez... on revient à la tomographie à émission de positons. Donc, appelé communément TEP, tomographie à émission de positons, ou bien PET, Position Emission Tomography, ou bien PET scan. C'est la même chose. Donc, l'appareil est constitué de 2 parties. Vous avez le lit, vous avez ici les détecteurs. Entre-temps, le patient il est placé là, et après, il va subir l'examen ou bénéficier de l'examen. Donc, le principe de la TEP, donc, lors de la désintégration radioactive, donc, je vais vous expliquer. On va s'habituer un peu. Attendez. Donc ça, c'est le principe de la TEP. Nous avons la source ici. Donc vous le voyez en mode ciné, qui va émettre un positon. C'est l'antimatière de l'électron, c'est un E+, qui va suivre un parcours de quelques millimètres, donc 1 à 2 millimètres, et puis il va rencontrer dans la matière, un électron ici, et il va se passer ce qu'on appelle l'annihilation, c'est-à-dire ils vont disparaître en donnant naissance à 2 photons gamma qui ont 2 particularités. Leur particularité, c'est que ces 2 photons gamma, ils auront la même énergie, qui est de l'ordre de 511 kV, et qui auront une direction opposée selon un angle de 180 degrés. Et c'est ça qui va être détecté par la TEP. Et ce n'est pas le positon lui-même. D'où l'appellation émission monophotonique, ou imagerie à coïncidence. Donc voilà, le patient déjà placé sur le lit. Vous voyez constater que il y a une émission ici de 2 photons en même temps allant dans le sens opposé avec des détecteurs de part et d'autre, parce qu'ici il y a des détecteurs à l'intérieur, donc disposés en paires. Donc chaque paire correspond, donc elle est stimulée en fonction de l'arrivage ou la réception de 2 photons émis en même temps et simultanément par et dont l'origine est le même le même positon. Donc c'est ça le principe. Donc, pour faire la différence entre l'émission monophotonique, technicium, émission gamma, un seul photon. Ça, c'est la scintigraphie. La émission de positons qui va s'annihiler, va donner naissance à 2 rayons gamma. C'est détection biphotonique, ça, c'est la TEP. C'est ça la différence entre la scintigraphie ou bien la médecine nucléaire conventionnelle et la TEP. Là, on a un appareil donc, combiné, ce qu'on appelle l'appareil hybride. C'est le TEP combiné au scanner X. Première partie, donc le scanner. Vous avez ici le patient qui est placé sur le lit. Il va passer d'abord son examen à rayon X. Après, il passe dans le deuxième tunnel où c'est la TEP et il va faire son examen. Là, c'est transmission-émission. Nous avons 2 techniques d'examen. Non, le patient, il est injecté. Tout à l'heure, on va voir comment se passe un examen TEP. Il faudrait qu'il y ait, parce que le patient doit être injecté d'abord par du FDG marqué, du fluor marqué au diglucose. Après, il y a tout un protocole à suivre. Et pendant l'examen, il passe l'examen, bien sûr. Ça, il y aura émission de rayons X qui vont passer, transverser le corps, et selon le processus d'atténuation va donner des images. Et en deuxième partie, nous aurons ce qu'on appelle plutôt, là c'est la transmission et là c'est l'émission. Parce que le patient va émettre les rayons gamma en paires, bien sûr, qui vont partir selon un angle de 180 degrés avec la même énergie et qui vont être captés par des détecteurs aussi en paires. Donc, comment se déroule un examen TEP? Donc, le patient doit être à jeun, au moins 6 heures. La glycémie doit être bien sûr contrôlée, mais le patient doit être mis au repos complet pendant au moins 60 minutes. Et l'examen dure environ
30 à 40 minutes en général, allant de l'encéphale jusqu'au bassin. Sauf pour le mélanome où on fait tout le corps entier. Donc pourquoi PET-CT? Pourquoi les deux examens à la fois? Et pourquoi deux appareils à la fois? Quand vous le voyez, la localisation anatomique précise des hyperfixations, là où nous avons un patient qui a fait une PET, donc vous avez deux foyers pathologiques, un foyer qui est sous-hépatique paramédian droit, le deuxième il est pelvien paramédian gauche, mais on n'arrive pas de façon très précise à détecter ou bien à prédire l'atteinte anatomique ou bien la localisation anatomique de ces deux foyers pathologiques. Donc, les images obtenues par la TDM, donc là c'est le même patient, il s'agit du même patient. Donc les images obtenues par la TDM fournissent de manière très précise la localisation des structures anatomiques. Et donc ces deux images sont complémentaires et seront fusionnées et permettront après d'exploiter au mieux l'apport de chaque type d'image. Donc, et comme vous le constatez là, la fusion des images TEP et TDM permet une excellente localisation anatomique des foyers fixants. Bon, quelles sont les difficultés de la TEP? Je parle des difficultés lors de l'interprétation. Donc, ce sont essentiellement les inflammations, les infections, les tissus lymphoïdes et digestifs qui peuvent donner des faux positifs, la fixation musculaire, graisseuse, cérébrale, cardiaque et thymique, et l'arbre urinaire. Donc, pour les faux négatifs, nous avons essentiellement le volume tumoral, l'activité phosphatase alcaline au niveau du foie, les tumeurs très différenciées et les tumeurs paucicellulaires. Pour les indications, l'indication de la TEP, nous avons l'oncologie, la cardiologie et la neurologie. Donc, dans l'oncologie, c'est-à-dire la cancérologie, on a essentiellement le diagnostic de malignité, le bilan d'extension initiale, l'évaluation de la réponse post-thérapeutique, ça c'est très important et ça permet aussi de faire économiser beaucoup d'argent à l'État et même améliorer la prise en charge du patient lui-même. Donc, recherche aussi de la maladie résiduelle. Donc, pour les localisations concernées, ce sont essentiellement les cancers pleuropulmonaires, les cancers digestifs, les voies aériennes digestives supérieures, aérodigestifs supérieurs, les lymphomes, les cancers différenciés de la thyroïde, plus ou moins les mélanomes, les cancers gynécologiques, l'urologie et les sarcomes. Donc là, nous allons voir quelques cas cliniques qu'on a vus au département de biophysique et de médecine nucléaire, faculté de médecine de Montpellier, chez professeur Denis Mariano Goulart, qui est le président actuel de la Société de médecine nucléaire française. Donc, mais tout d'abord, on doit voir ce que c'est que l'aspect normal de la TEP. Là, voilà un aspect ordinaire d'un examen TEP, où vous constatez des fixations physiologiques, seulement notamment au niveau du cerveau, des tissus lymphoïdes, du cœur, des voies urinaires, du foie et de la rate. Donc ça, c'est un aspect typiquement normal d'un examen TEP. Là, il s'agit d'un patient présentant une toux dont la TDM a mis en évidence un nodule suspect au niveau de l'apex du poumon gauche. Donc là, on ne le voit pas, mais ça va venir. Voilà. Là, c'est un autre exemple. Donc la TEP a été réalisée dans le cadre d'un bilan d'extension et revenu sans particularité, donc normal, négatif. Donc finalement, il s'agit d'un épisode infectieux tout simplement. Donc c'était un faux positif. Bon, je parlais de ça. Le problème, c'est qu'il y a deux photos là. Donc, oui, attendez. Oui. Là, il s'agit d'un patient présentant aussi une toux. Et quand vous voyez sur l'image, donc sur l'image TDM, ici, sur la coupe, on a cette tumeur. Donc ici, elle est évidente. D'ailleurs, elle est même évidente ici, au niveau du poumon gauche, elle est paracardiaque.
Donc la TEP a été réalisée et ça a confirmé le diagnostic, mais aussi a permis d'éliminer l'existence de métastases. Donc, excellente chose pour le patient. Là, c'est un patient aussi qui présentait des lésions hépatiques à la TDM, des métastases hépatiques, confirmées par la biopsie. Et nous avons réalisé une TEP qui a aussi mis en évidence ces foyers, mais non seulement ça, un foyer ici, là vous le voyez, donc il y a, bon ça c'est le foyer, la tumeur primitive. Donc c'était un cancer de l'œsophage. Oui, avec métastase du foie. Là c'est un patient qui présente une dysphonie. On a suspecté chez lui un cancer du larynx. Après, on a fait un scanner, plutôt un TEP scan. Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un foyer ici. Donc, c'est un foyer pulmonaire droit. En fait, c'était la masse qui comprimait les voies supérieures aériennes et qui était à l'origine de la toux. D'accord? Donc, c'était un cancer du poumon avec atteinte ici cervicale. Vous voyez ici. Là, c'est un patient présentant une maladie de Hodgkin, dont le scanner met en évidence une masse médiastinale et splénique. Et là, on retrouve beaucoup de lésions, donc plusieurs lésions, donc et au niveau hépatique, sus et sous-hépatique, atteinte aussi de la rate, et une atteinte aussi au médulaire diffuse. Donc, vous voyez plein de localisations. Un autre cas, il s'agit là d'un patient présentant un lymphome malin non hodgkinien ayant une masse tumorale médiastinale mesurant initialement 12 cm de diamètre et qui a bénéficié d'une cure de chimiothérapie. La TDM de contrôle post-chimio a objectivé une réduction de 60% du volume tumoral. C'est-à-dire, elle était à 12, elle est devenue à 4,8 cm. Ce qui prétend ou prédit à une bonne réponse thérapeutique, disons partielle, mais relativement acceptable. Lors de la TEP, on retrouve des fixations évolutives médiastinales antérieure droite. Donc la TEP, non, elle a redressé le pronostic, d'accord. Et voilà, donc il s'agit là d'un état évolutif et non en rémission partielle. Donc là, il s'agit d'un cas, il s'agit d'une patiente présentant un carcinome différencié de la thyroïde, ayant bénéficié d'une cure d'irathérapie, donc traitement à l'iode radioactif. Et le balayage post-thérapeutique retrouve des métastases à l'étage thoraco-pulmonaire, confirmées à la TEP aussi, mais aussi la TEP retrouve d'autres localisations. Donc, un autre cas, patient présentant une adénopathie cervicale gauche, elle est là, vous voyez. La TEP retrouve 4 foyers d'hyperfixation au niveau hépatique, là, et 5 foyers au niveau médiastino-pulmonaire ici. Là, il s'agit d'un bilan d'extension d'un mélanome malin. Vous voyez qu'on est parti de l'encéphase jusqu'au pied, l'extrémité. Donc, au cours du mélanome, on fait tout le corps. Et on retrouve des localisations, donc un aspect en dalmatien, donc localisation multiple, typique du mélanome. Là, c'est un cas très intéressant aussi parce que c'est une dame qui présentait à la TEP, plutôt au scanner, un nodule pulmonaire gauche, donc apical gauche. Donc on a pensé à un cancer du poumon tout simplement. On a fait la TEP, on retrouve une atteinte de la chaîne axillaire ici droite et la chaîne supraclaviculaire homolatérale, mais aussi, cerise sur le gâteau, nous avons aussi là un foyer mammaire. Donc il s'agit bien d'un cancer du sein confirmé avec métastase pulmonaire et atteinte ganglionnaire de la chaîne axillaire et susclaviculaire. Maintenant, quelles sont les indications de la TEP hors cancérologie, c'est-à-dire en dehors de l'oncologie?
Donc essentiellement, nous avons la cardiologie, la neurologie. Voilà, c'est les deux indications essentielles en dehors de l'oncologie. Donc nous avons un cas de cardiologie. Il s'agit donc là c'est une TEP cardiaque, où la TEP met en évidence une hibernation. On a un trou ici, nous avons un trou, donc une lacune de fixation qui prétend être à un infarctus du myocarde. Et là, ça redresse le diagnostic puisqu'il y a quand même une captation significative. Ça veut dire que ça, c'est un myocarde hibernant. Donc il est viable. Il n'y a pas d'infarctus, tout simplement. Un autre cas, un patient épileptique dont l'IRM est revenu négatif. Il n'y a rien, l'IRM est revenu normal. Nous avons fait une TEP cérébrale au FDG. Et on retrouve le foyer épileptogène ici, donc pariétal gauche, ici, qui confirme l'origine de l'épilepsie. Là, c'est un patient présentant la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est typique. Et fixation temporopariétale bilatérale, typique. Vous voyez, là, on coupe. Là, il s'agit d'une coupe plutôt d'un profil, et là d'une coupe complète coronale. Et vous avez là ici, dans la région temporopariétale bilatérale, une nette hypofixation cérébrale du FDG. Donc ça, c'est typique de la maladie d'Alzheimer. Donc on a conclu au diagnostic. Donc pour la dosimétrie de la TEP, donc vous voyez que ici la TEP donc, toujours se référer à l'irradiation, la dose naturelle qui est de 2,4 millisieverts. Nous avons 5 à 10 millisieverts pour un examen TEP. Plus, si le patient bénéficie d'une TEP CT, c'est-à-dire une TEP scanner, là, il faut ajouter l'irradiation engendrée par le scanner qui est de 5 à 20 millisieverts. Donc, nous avons au total 10 à 30 millisieverts contre 2,4 millisieverts comme dose annuelle qui est naturelle, considérée comme naturelle. Oui, au FDG, oui. On peut faire l'IRM, mais le PET scan, il le complète. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il est supérieur. Nos amis radiologues vont être plutôt mécontents. Je préfère dire on est très complémentaires parce qu'on a eu nous-mêmes des cas négatifs ou confirmés par leur. Donc, mais c'est des examens qui se complémentent. Donc maintenant, nous allons passer à l'état des lieux de la médecine nucléaire en Algérie. Ça, c'est très intéressant et vous allez être très étonnés. Parce que pour la plupart, j'ai des échos, ils me disent que c'est vrai, la médecine nucléaire, elle est très rare en Algérie, elle n'est pas développée, ceci, cela, elle est mal connue, voire même par nos confrères et tout ça. Donc, on passe d'abord à la répartition et présence nationale. Donc, comme vous le voyez, donc nous avons au centre, quand je dis centre, j'ai pris de Tizi Ouzou jusqu'à Chlef, c'est-à-dire Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Blida, Tipaza, Ain Defla et Chlef. D'accord? Nous avons 19 centres au total, dont 4 publics et 15 privés. À l'est, nous avons 17 centres avec 3 publics et 14 privés, dont 2 sont non fonctionnels. À l'ouest, nous avons 10 centres avec 4 centres publics, 6 centres privés, dont 5 sont non fonctionnels. Au sud, par contre, nous avons 2 centres. Un qui est fonctionnel à Ouergla et le deuxième, il est à Béchar. Il n'est pas encore fonctionnel, mais il est équipé. Donc ça, il va venir. Non, c'est le lancement. Par rapport à l'approvisionnement de la radioactivité. C'est plus technique que... C'est surtout l'approvisionnement de la radioactivité. Non, pas encore. Je ne l'ai pas encore compté. Parce qu'à Drar, il y a des confrères qui sont là-bas, mais il y a des murs, comme celui de Chlef. Donc je ne l'ai pas comptabilisé. D'accord ? C'est vrai que dans le plan cancer, il est comptabilisé. Mais moi, ce que j'ai pris comme statistique, c'est les centres qui sont déjà équipés par des machines. Après,
Je cite les centres, je vais énumérer les centres fonctionnels et les centres non fonctionnels. Comme ça, on sera bien exactement. Parce que après, même les centres non fonctionnels, ils vont fonctionner parce qu'ils sont déjà équipés. Peut-être qu'ils attendent juste des approbations. Ou bien, parce que quand vous voyez, j'ai déjà discuté sur ce point, c'est 7 approbations. Donc 7 interventions après 7 ministères. Et ben, c'est vraiment le parcours du combattant. Donc là, c'est la répartition nationale des centres de médecine nucléaire. Et comme vous le constatez, nous avons 13 centres publics répartis sur 8 wilayas, essentiellement Alger, Oran, Constantine, Tlemcen, Ouergla, Béchar, Sidi Bel Abbas et Tizi Ouzou. Pour les centres privés, nous avons 35 centres privés répartis sur 13 wilayas. Nous avons Alger, Chlef, Sidi Bel Abbas, Oran, Tizi Ouzou, Blida, Bourj Bouarerich, Sétif, Constantine, Annaba, Msila, Betna, Djidjel. Et plus récemment, c'est vraiment récent, Mostaganem. Donc ça, c'est un tableau qui élucide et qui résume la médecine nucléaire et l'aide à la médecine nucléaire en Algérie. Donc, par exemple, je prends un exemple à Annaba, on a 3 centres privés et 1 centre étatique. Donc, on a 5 gamma caméras. Donc, pour l'équipement, pas de PET scan, pas de PET IRM, pas de cyclotron. Les champs plombés, il existe dans le public, mais elles n'ont pas eu l'approbation pour le moment. Donc, voilà. Pour Constantine, nous avons 3 centres privés qui sont fonctionnels et 1 centre étatique qui est non fonctionnel. Nous avons un PET qui est installé, mais qui n'est pas encore fonctionnel. Et ça va venir. Hein. Nous avons aussi un cyclotron. Vous voyez, le PET, pourquoi il n'est pas fonctionnel à cause du cyclotron. Mais ils sont dans le même centre, hein, dans la même clinique. C'est une clinique privée. Oui, oui. Donc, dès que le cyclotron va produire, c'est bon. Pour Betna, nous avons 2 centres privés, dont un est non fonctionnel et 1 centre étatique non fonctionnel, avec 3 gamma caméras. 2 chambres plombées. Les chambres plombées, c'est quoi les chambres plombées? C'est des chambres un peu spéciales qui sont aménagées de telle sorte que les rayons gamma ou X ne sortent pas de cette chambre. D'ailleurs, même les vitres sont plombées et ils sont liés. Même le système des toilettes, des WC sont liés à un dispositif particulier, un système collecteur qu'on appelle cuve de décontamination. Donc, qui nécessite aussi une structure très particulière et une réglementation très très particulière. Là, on l'utilise pour l'hérathérapie dans le traitement des cancers différenciés de la thyroïde. Donc, pour Msila, nous avons un centre, Djidjel, un centre aussi, voilà, je descends sur Alger, nous avons 9 centres privés et 3 centres étatiques avec 16 gamma caméras, 6 PET scans, dont 3 ne sont pas encore fonctionnels. Nous avons 3 cyclotrons à Alger. D'accord? 3 cyclotrons. Et 1 cyclotron à Constantine. Pour Oran, par exemple, nous avons 4 centres privés, dont 2 qui sont non fonctionnels, et nous avons 2 étatiques non fonctionnels. C'est des Bel Abbas, 1 centre privé fonctionnel et 1 centre étatique fonctionnel. Non, aucun. Normalement, on a un PET scan qui est installé, mais il est pour le moment non fonctionnel. Mais ça va venir parce qu'il y a un organisme privé, une grande entreprise pharmaceutique ils ont déjà installé à Alger un grand cyclotron d'une capacité très énorme qui peut couvrir exactement. C'est-à-dire, si je vous donne un exemple pour le PET scan, pour le FDG. Je vous ai rappelé tout à l'heure, je vous ai dit que la demi-vie était d'à peu près 2 heures, c'est 110 minutes. Donc, je vous donne l'exemple, le trajet entre Alger et Oran. Disons que c'est 4 heures, c'est ça, à peu près. Donc, si, pour la dose injectée, c'est généralement 1 millicurie par patient. Donc, il faut prendre la considération de la demi-vie du radioisotope et la durée du trajet. Donc, moi, j'ai un patient qui est à Oran, il commande, qu'est-ce que je fais? Donc, 1 millicurie par patient, je lui envoie 10 millicuries par patient. Parce qu'entre-temps, pendant le trajet, la première heure, on aura 5. La deuxième heure, on aura 2,5. La troisième heure, on aura 1,75. Exactement.
Donc le temps que le produit arrive, voilà. Donc on va faire en sorte que on a un algorithme bien spécifique par rapport au trajet et bien sûr on ajoutera une dose en plus au cas où. Donc voilà, c'est ça qui fait comment dirais-je, les handicaps, les obstacles de la spécialité. D'accord. Bon, pour l'équipement, tout à l'heure on a parlé des répartitions des sites. Là, c'est des équipements. Donc, quand vous voyez au centre, nous avons pour les 4 centres du public. Là, on est dans le public. Hein. Après, on va parler du privé. Pour les 4 centres publics existants au centre, nous avons 8 gamma caméras, 2 PET fonctionnels, 8 champs plombés ainsi que l'autre. Pour l'Est, nous avons 3 centres publics avec une gamma caméra seulement, 10 champs plombés. Pour l'Ouest, nous avons 4 services publics avec 5 gamma caméras et 0 IRM, 0 PET scan avec 4 champs plombés. Et pour le Sud, nous avons 2 services étatiques avec 4 gamma caméras. Donc pour le privé, au centre, nous avons 15 services avec 16 gamma caméras, 4 PET scans dans le privé, au centre seulement. Hein. Et nous avons une PET IRM, c'est une véritable première, parce qu'après il y aura une planche comparative avec nos voisins, vous allez voir les statistiques. Et nous avons 3 cyclotrons dans le privé, dont un est fonctionnel et 2 seront bientôt fonctionnels. Donc voilà. Pour l'Est du pays, nous avons 14 services avec 17 gamma caméras, un PET scan, un cyclotron et 10 champs plombés. Pour l'Ouest, malheureusement, nous avons 6 services avec 5 gamma, un PET scan, 0 cyclotron, 2 champs plombés. Pour le Sud, il n'y a rien. Donc pour le privé, il n'y a pas de privé dans le Sud. Donc là, au total, en matière d'équipement pour le public et le privé, nous avons 19 centres au centre avec 23 gamma, 5 PET-CT, une IRM et 14 champs plombés, 4 cyclotrons. À l'Est, 17 services avec 18 gamma caméras, un PET scan, 0 IRM, 20 champs plombés et 1 cyclotron. Pour l'Ouest, nous avons 10 centres avec un PET non fonctionnel et 6 champs plombés. Pour le Sud, 4 gamma caméras seulement et sans autre. Voilà. Voilà, au total. 48 centres, dont 41 fonctionnels en Algérie. Donc il existe 48 centres de médecine nucléaire en Algérie, dont 41 sont fonctionnels. Les gamma caméras, on a 61 gamma caméras, PET IRM, une PET IRM, 5 cyclotrons, dont 2 sont fonctionnels et 3 très bientôt, ça va être éminent. Et nous avons 30 champs plombés. Donc là, on va comparer, une petite comparaison avec nos voisins africains et nos voisins du Maghreb. Donc, quand vous le constatez, nous avons 35 centres contre oui, c'est ça le... Oui, oui. Donc nous avons 35 centres contre 9 centres en Tunisie, 33 centres au Maroc, 64 centres de médecine nucléaire en Égypte et 30 centres de médecine nucléaire en Afrique du Sud, avec 61 gamma caméras chez nous, 10 en Tunisie, 40 au Maroc et plus d'une centaine de gamma en Égypte et plus d'une cinquantaine plutôt en Afrique du Sud. Nous avons 8 PET scans contre 4 en Tunisie, 20 au Maroc, 33 PET scans en Égypte et 18 PET scans en Afrique du Sud. Mais ce chiffre, il ne faut pas s'inquiéter, parce que on les attend en tournant. Pourquoi? Parce que dès que, je ne vais pas faire de publicité, mais Biofarm, ils ont fait un projet très intéressant
qui est d'avoir une unité de médecine nucléaire et d'installer un grand cyclotron d'une grande capacité. Et là, ils vont très bientôt produire les radioisotopes, le FDG, et ils vont pouvoir fournir ce produit au privé. Donc, nous les attendons, tournons juste. Dès qu'ils commenceront, ils nous donneront le feu vert. Donc, je suis sûr que le nombre de services de médecine nucléaire équipés de PET scan va pulluler et va dépasser largement les 20. Donc, pour la PET IRM, désolé, donc nous avons une PET IRM à Alger. Oui, c'est la dernière. Contre 0 PET IRM en Tunisie, au Maroc, et contre 2 en Égypte et une PET IRM en Afrique du Sud. Voilà, merci de votre attention.